Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo lecture. J'ai 3 ou 4 comics à vous présenter. J'ai pas pu beaucoup lire récemment parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je vais essayer de me rattraper dans les prochains jours, même si avec les fêtes, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est pas là où on se repose le plus, c'est pas là où j'ai le plus de temps de lire habituellement. Mais voilà, je lis un petit peu comme ça sur quand j'ai le temps. Là, ça va être principalement des sorties récentes que je vais vous montrer. Et on va commencer par le numéro Ultimate Universe 8 avec l'arrivée d'Ultimate Wolverine, ou la suite, je sais plus. 2 épisodes d'Ultimate Spider-Man, 2 de Wolverine, un de X-Men, un de Black Panther et un de Ultimates. Avec la variante cover de Noël. Alors, Ultimate Spider-Man, donc on a la suite de l'arc avec Kraven. On apprend ce qui se passe un petit peu du côté de Kraven avec certaines alliances de super-héros. On voit un Peter Parker vraiment au pied du mur. Il va se passer une certaine chose, quelque chose auquel je m'attendais pas forcément. Donc je vais pas vous spoiler parce que bon, c'est le centre de ces deux issues-là et je pense que ça va être la base de la construction du personnage pour la suite. Donc je vais pas vous spoiler, mais toujours est-il que Peter va réussir à rentrer chez lui et va être très très marqué. Et voilà, et donc ce qui est super intéressant dans Ultimate Spider-Man, c'est que quand il vit des aventures comme ça et des coups comme ça, il a sa famille pour le soutenir, il a ses enfants à protéger, donc ça lui donne un objectif supplémentaire, ça l'oblige à tenir. La relation avec MJ est super également. On a une apparition de l'Ultimatum Sable, donc franchement, globalement. Et oui, on a toujours l'histoire avec le journal de Ben et Jonah qui se poursuit, ils subissent des pressions de la part du Caïd. On a une hâte de voir aussi ce qui se passe à ce niveau-là, parce que franchement, cette histoire en parallèle, j'aime plutôt bien. Donc globalement, la série Ultimate Spider-Man, ça suit son cours. Comme je vous le disais plusieurs fois, je pense, dans plusieurs vidéos, ça avance pas vite, mais ça fait son bonhomme de chemin. Par moments, c'est peut-être un peu frustrant, mais c'est toujours agréable à lire. Alors attendez, je vais éviter de vous mettre les cliffhangers. Ensuite, Ultimate Wolverine de Chris Condon et Alessandro Capuccio. Bah écoutez, oui, c'est la suite. Tout à l'heure, je disais que je savais pas si c'était. Voilà. Donc c'est la suite, on apprend comment a été créée l'arme X, je sais plus s'il l'appelle comme ça. Le soldat d'hiver, je sais plus comment il l'appelle, c'est le premier que j'ai lu dans la liste. Je me rappelle plus de la dénomination. Donc on a en fait le pan qui manquait un peu dans cette série-là, enfin dans ces séries-là, dans les séries Ultimate, le côté. Donc parce que dans Ultimate, suite aux actions qu'a fait le créateur, la planète est divisée en plusieurs factions, plusieurs régions. Et c'est vrai que la région de Eurasie, je crois qu'il l'appelle, euh, dirigée par les Rasputin, ben, manquait un peu de l'or, manquait un peu à l'appel dans ces séries, parce qu'on a le Wakanda avec Black Panther, on a les États-Unis avec Spider-Man, on a tout le côté asiatique avec Ultimate X-Men, les Ultimates, on a vraiment le centre des États-Unis et un petit peu autour, on a vu des Hulk, etc. Et c'est vrai que le côté gouverné par les Rasputin manquait un peu, donc en fait ça donne un petit peu de profondeur à ce côté-là de l'univers. On a le Ultimate Diablo qui apparaît et qui est un personnage cool, mais ultra secondaire en réalité. C'est sympa, c'est pas ma série Ultimate préférée, mais globalement ça se laisse lire après à voir où ça va aller. Je vous avoue que je sais pas réellement. Ultimate X-Men, toujours pour moi le parent pauvre. J'accroche pas. Je continue de lire parce que c'est quand même pas complètement mauvais, hein, c'est pas complètement nul. Il y a toujours quelques références à des personnages, etc. qu'on connaît, donc c'est toujours agréable. C'est toujours sympa, mais j'avoue que je saurais pas vous en dire plus. J'accroche vraiment pas à la série. Ultimate Black Panther, alors quand je parlais de Spider-Man
qui n'avançait pas. Black Panther fait du surplace. J'ai vraiment l'impression que ils ont fait évoluer l'histoire dans le sens où il y a plus de personnages. Mais en fait, malgré le fait d'avoir tous ces personnages, ça avance pas. J'ai l'impression que je lis l'épisode 1, j'ai autant d'informations que là. C'est dommage parce que franchement, bah, la partie graphique est plutôt globalement cool. Les premières issues posaient des bonnes idées, mais j'ai l'impression, ouais, enfin j'ai l'impression, pour moi ça fait du surplace. Donc pareil que X-Men, je continue parce que c'est vraiment pas mauvais, c'est pas complètement nul, mais c'est pas ma série préférée loin de là. Et Ultimates, une issue d'Ultimates qui va s'attarder sur Luke Cage. Luke Cage qui du coup bah, est en prison, est emprisonné pour des raisons fallacieuses. Et donc Luke Cage va recevoir comme tout le monde le petit message d'Iron Lad qui va lui expliquer que sur une autre planète c'est un super héros et il va organiser le soulèvement de la prison. Prison qui est évidemment euh, sous l'influence du créateur et gardée par des soldats de l'AIM. Donc très très cool. Franchement très très cool. Franchement j'aime beaucoup la série Ultimate parce que même si il y a un fil rouge qui est très très ténu et qu'on suit, qui est agréable à suivre, le fait de s'attarder à chaque fois sur des personnages des Avengers. Là, on a Luke Cage, précédemment, on a eu America Chavez, on a eu Hulk, on a pas mal de personnages comme ça. Chacun, on voit son histoire dans l'univers qui est résumée dans une issue. C'est plutôt cool. Franchement, ça laisse libre cours à la liberté également, à l'imagination de Dennis Camp, qui est décidément un très bon scénariste. Dennis Camp qu'on retrouve sur Absolute Martian Manhunter. Et franchement, ouais, franchement, belle découverte Dennis Camp de l'univers Ultimate, parce que je le connaissais absolument pas avant. Et franchement, avec en plus la confirmation d'Absolute Martian Manhunter, je pense qu'un prochain comics où son nom apparaîtra, son nom pourra me faire acheter le comics pour découvrir, pour voir si vraiment bah, ces deux séries sont un coup de chance et un pétard mouillé ou si vraiment il y a le talent qu'on y voit. Ensuite, restons dans les mensuels. Mensuel Marvel World avec cette très très belle couverture déjà. Couverture de Gabriele Dell'Otto, évidemment, qu'elle est magnifique. Donc on a One World Under Doom, 3 épisodes de Amazing Spider-Man, un épisode de Avengers qui est lié évidemment à One World Under Doom, 2 d'Immortal Thor et 2 de Iron Man, la nouvelle série. One World Under Doom, bah écoutez, ça suit son chemin. Les Avengers sont obligés de créer des alliances un petit peu contre nature pour essayer de battre Fatalis. Fatalis semble gagner sur tous les terrains, le terrain du combat, le terrain politique, le terrain de l'opinion publique. Euh, Franchement, on sent les Avengers et les héros complètement acculés. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il me tarde de voir où ça va venir. J'espère que ça fera pas un pétard mouillé et que la conclusion ne reniera pas tout ce qui s'est fait. Parce que malheureusement, c'est un peu le problème des events récents. Même si Blood Hunt a amené à cet event-là. Mais la plupart des events, il se passe des choses. On se dit, ah, enfin, ça bouge, un personnage meurt. À la fin de l'event, il est ressuscité. Ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai qu'autant un event comme à l'époque Civil War, Secret Invasion, etc., ont eu des répercussions dans le temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu moins vrai. Et celui-ci, je trouve, a tout pour essayer de bouleverser un petit peu l'univers. Euh, Notamment les convictions et peut-être certains groupes de héros, on verra. Mais il est vrai que par exemple, moi, un événement que j'ai adoré lire du début jusqu'à quasiment la fin, c'était Secret Empire. Et c'est vrai que Secret Empire a eu petite retombée dans la série Captain America je crois que c'était Coates à l'époque. Je dirais peut-être une bêtise. Où du coup Captain America, suite à ça, a fait une espèce de road trip en Amérique pour se racheter, etc. Mais globalement, l'Amérique a été sous le joug d'un Captain America nazi pendant X mois ou X années.
Et bon, on n'a pas beaucoup plus de retombées que ça sur la suite. Et c'est vrai que malgré le fait que l'event était divertissant, bah, vu qu'on n'a aucune trace en fait à la suite de ça, aucune conséquence, bah, je trouve que ça enlève du goût à l'event. Et vu que Marvel multiplie les events, tout comme DC, hein, pour le coup, c'est pas du tout une critique spécifique à Marvel, mais vu que les events sont multipliés et sont multipliés en plus sans conséquence, bah, je trouve que quand on. Voilà. Moi, je lis cet event là. Franchement, One World Under Doom, c'est un des rares events récents dans lequel je suis vraiment pris et que je trouve vraiment intéressant. Mais le fait que je suis persuadé au fond de moi qu'il n'y aura aucune conséquence m'empêche de vraiment l'aimer pleinement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous sentez la même chose, mais c'est vrai que moi ça me freine un petit peu dans ma lecture. Je me dis toujours, ah mais oui, mais il va se passer ça, mais ça va être dans tous les cas annulé ou rebooté ou même retcon, ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça enlève un petit peu l'importance des Eleven. Ensuite, j'ai beaucoup parlé sur One World Under Doom. La série Spider-Man de Joe Kelly. Donc ça en a un. Je crois que c'était un mini tie-in que j'avais lu dans le numéro 1 en VO. Donc qui fait un petit peu le pont entre les deux épisodes de la série. Ensuite, et on a ensuite la suite de la série, donc avec Peter qui essaye toujours de jongler entre sa nouvelle relation amoureuse, Tante May, Norman Osborn qui le sollicite régulièrement, et sa vie de Spider-Man. Voilà, pour l'instant, ça casse pas trop patin un canard, ça n'invente pas grand-chose. Ça fait même un petit peu de retcon avec l'enfance de Peter, où on voit que Peter a fait des bêtises sans tomber dans la délinquance, mais on voit que Peter n'était pas l'enfant sage qu'on a toujours vu. On a voilà un rôle de Norman Osborn et on se demande bien qu'est-ce qui a pu arriver au Rhino dans le premier numéro. Voilà, c'est pas un numéro qui fait avancer grand-chose, mais il faut en arriver à en passer par là pour la suite. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis sur la série de Joe Kelly. Les retcons sur l'enfance de Peter me font un petit peu tiquer, mais me dérangent pas plus que ça. À voir sur la suite. Avengers de Jed McKay, décidément, j'ai envie de l'aimer, mais j'accroche pas vraiment. Par contre, le costume de Sam est super stylé. Voilà, donc on a pendant One World Under Doom euh, un groupe qui se fait appeler les Maîtres du Mal, qui a pris d'assaut la ville impossible, qui est le nouveau QG des Avengers, pendant que ceux-ci sont en mission. Donc il reste que Sam, aidé de la ville impossible, pour les arrêter. Donc on a un épisode de mi-infiltration, mi-action. Donc pour le coup, le rythme de l'épisode est plutôt cool. Mais en fait, c'est un petit peu comme les events dont je parlais tout à l'heure. J'ai du mal à voir le but final, j'ai du mal à voir les retombées qu'il va y avoir, les conséquences qu'il peut y avoir. Je, j'ai l'impression d'une série prétexte en fait. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus bon, je trouve. Thor, je ne le lis toujours pas, mais je vais lui redonner une seconde chance quand j'aurai le temps. Je vais reprendre la série de Halloween suite à celle de Donny Cates et je vais me relire tout ça. Et Iron Man, eh ben, franchement, c'est plutôt cool. Même si, je sais plus si je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais il est possible, j'ai quand même l'impression que les séries Iron Man se ressemblent un petit peu toutes. OPA hostile, rachat d'entreprises, tentative d'infiltration du CA, tentative de faire des armes, etc. Donc j'espère que ça va pas tourner en rond et qu'on va avoir quelque chose de différent. Pour l'instant, voilà, c'est agréable, ça se laisse lire. J'aime plutôt bien. On a une partie avec Mephisto, enfin avec pas avec Mephisto, avec Belasco qu'on voit ici. Et donc on a une analogie avec le CA, la gestion d'entreprise, signer un pacte avec le diable, etc. Il y a une métaphore peu subtile qui est faite là-dessus, mais voilà, ça se laisse lire, c'est sympa. Même si personnellement, sur des héros comme Spider-Man, comme Iron Man, un peu plus terre à terre, ben, j'aime bien avoir des histoires qui vont avec, qui sont un peu plus terre à terre. Donc un Iron Man en enfer, c'est pas ce que moi j'attends personnellement. Mais écoutez, pour l'instant, la série est plutôt cool, donc je vais continuer, je vais lui laisser
le bénéfice du doute et puis je me prononcerai, je pense, quand les premiers arcs seront terminés. Du coup, dernier mensuel du mois, le règne de Fatalis avec les séries tie-in, les séries annexes. Donc, on a Les Héros du Futur, qui est une nouvelle série au sommaire, qui est la série Superior Avengers de Steve Fox. On a La Grande Évasion, qui est le deuxième issue du Red Hulk de Ben Percy. On a Doctor Strange of Asgard, Strange mène l'enquête. On a les Thunderbolts, le grain de sable. La Doom Academy, entre les pages. Et la Doom Division, trahison. Superior Avengers, je suis pas convaincu du tout. C'est une énième édition d'Avengers avec des héros venus de tout temps, passé, futur, univers parallèle, etc., récupérés par Fatalis. Donc on a une itération de Shuri, une itération de l'Abomination, alors ça se voit pas comme ça, une du Fantôme, une de Octopus, alors c'est Octavia, je crois qu'on l'a vu dans la série Spider-Man, je crois, de peut-être Nick Spencer, je sais plus, un épisode un peu Girl Power avec elle, le Scorpion, etc. Scarabée. On a Onslaught et Malekith. On a le fils de Fatalis en fait qui a créé une machine qui permet justement d'aller récupérer des Avengers dans le futur, notamment pour prouver au public la victoire de Fatalis dans le futur et que ce que crée Fatalis est bon et pérenne. L'idée de base est pas mal. Maintenant, voilà, c'est une énième itération, comme je vous disais, d'Avengers slash Thunderbolts. Euh, voilà. L'idée de base est assez bateau. Et le scénario l'est aussi. Je suis vraiment pas convaincu. Red Hulk, pour le coup, c'est assez cool parce que en fait, Red Hulk, ça promet pas grand-chose. Ça promet de l'action. On est quasiment dans un huis clos, c'est-à-dire qu'on a Thaddeus Thunderbolt Ross qui est enfermé par Fatalis parce qu'il fait partie des personnes dangereuses que Fatalis a gardé sous supervision. Et donc du coup avec d'autres détenus dont notamment Deathlock, il va essayer de s'enfuir. Donc les deux premières issues, donc celle-ci et celle d'avant, sont dans la prison de Fatalis. On voit de l'action, du combat, on voit Hulk rouge s'énerver, sauter partout, etc. À la fin de l'issue, là, ils arrivent à s'enfuir, donc il me tarde de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ouais, franchement, ça ne se prend pas la tête. C'est pas une série qui promet grand chose, mais j'aime bien, c'est agréable à lire. En plus, les dessins sont cool. Doctor Strange of Asgard, alors je pense que c'est ma série préférée de ce mensuel. On a Doctor Strange qui, chassé de son rôle de sorcier suprême par Fatalis, atterrit à Asgard où il essaye de devenir le sorcier suprême pour se rendre utile et pour regonfler un petit peu son ego. Et à la fin de la première issue, il se passe quelque chose. Il se trouve que la magicienne, ou un peu globalement, on va dire, la ministre de la magie d'Asgard, même si c'est pas les termes qui sont utilisés, je connais plus le terme exact, mais globalement, voilà, c'était une personne à qui il devait demander un emploi, grosso modo, de sorcier suprême, se fait tuer devant ses yeux, et il se trouve que le tueur est Loki. Et il se trouve également que Loki dit qu'il s'est fait manipuler, que ce n'est pas lui qui l'a tué, qu'il était sous je trouve pas le mot, je suis désolé, il était pas maître de lui-même. Et Doctor Strange je le crois. Donc il va mener l'enquête dans un monde d'Asgard qu'il ne connaît pas, un monde de la magie qu'il connaît très bien, mais dont il n'a plus la maîtrise suprême, avec des personnages qu'il rencontre sur le tas. Et c'est vraiment très très cool. C'est un mix entre enquête, action, parce que vous voyez, voilà, il y a des super scènes d'action. On a un Doctor Strange qui est vraiment pas dans son élément naturel et pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Donc ouais, il me tarde de lire la suite, j'ai beaucoup aimé
cette série. Ensuite, on a les Thunderbolts avec notre ami Bucky Barnes. J'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que j'aime bien la vibe résistance. Pour le coup, on a vraiment l'analogie avec l'attaque du train. J'aime beaucoup la vibe résistance. Maintenant, voilà, ça va pas chercher très très loin en termes de scénario. C'est un groupe qui résiste avec un ou deux retournements de situation, notamment avec la comtesse, c'est Allegra de Fontaine, euh, qui était, euh, qui était censée être du côté de Bucky et est morte et qui va visiblement revivre. Voilà, en fait, j'aime plutôt bien l'idée, le délire, etc. Maintenant, voilà, ça avance pas plus que ça. En 2 numéros, on n'a pas le temps de voir l'avancée, mais à voir la suite. La Fatalis Academy, c'est plutôt cool, c'est plutôt bonne vibe. Alors moi j'avais lu le premier tome de la Strange Academy, j'avais plutôt trouvé ça cool, mais ça m'avait pas non plus donné envie de continuer absolument, donc j'avais d'autres priorités. Mais en fait on retrouve la même vibe. J'aime bien, les dessins sont un petit peu plus cartoony, mais ça passe bien. Donc on a une élève de la Strange Academy, donc qui se retrouve donc à la Fatalis Academy, qui disparaît visiblement dans un livre, et on a ses petits camarades qui aidés d'un petit nouveau qui lui vient de la Fatalis Academy, essayent de la retrouver. Et pour le coup, ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et la division Fatalis, la série que j'aime peut-être le moins, mais après voilà, je demande à être surpris parce que franchement les dessins sont pas dégueux. On sent qu'il y a une idée derrière avec notamment les manifestations contre le gouvernement, etc. Euh, il y a également une histoire de trahison qui se profile. On sent qu'il y a une idée derrière, mais pour l'instant, ouais, je suis pas convaincu plus que ça. Et on voit le suivant avec cette couverture-là. Donc ouais, globalement, il y a une ou deux séries que j'aime bien, que j'ai envie de suivre, et les autres, je demande à être surpris, mais pour l'instant, je suis pas convaincu, quoi. Et le dernier comics que j'ai lu, qui est aussi l'un des premiers que j'ai eu dans la chronologie, dans la liste, c'est le tome 2 de Batman Ghosts of Gotham, de Tom Taylor. Et ben j'ai plutôt bien aimé. Alors je vais vous donner le sommaire tout de suite. Hop, je vais y arriver. Alors, hop. Donc on a le Detective Comics 1097 à 1100. Et on a un annual qui se trouve au début. Donc l'annual est plutôt sympa. C'est vraiment une enquête. euh, pour le coup, type un peu escape game. C'est assez marrant. On a quasiment pas de texte, on a que les pensées de Batman écrites dans les cartouches comme ça, sur les premières pages. Et franchement, les premières pages d'enquête sont cool. La fin de l'annual avec un méchant un peu kitsch, etc., m'ont moins plu. Mais l'idée de l'annual, en fait, c'est pas de faire un récit à part, c'est vraiment de l'intégrer dans la série de Tom Taylor. Donc en fait, cette enquête dans une ville, je crois anglaise, si je dis pas de bêtises, où Batman du coup se retrouve pas du tout à Gotham. Ben, cette enquête en fait va aider de, pour la suite de l'histoire, et l'histoire qui est déjà commencée dans le premier tome. On a une petite aparté aussi avec un fan de Batman dans une école qui essaye de résoudre des mystères à lui tout seul, donc du coup qui va être épaulé par Batman. C'est plutôt sympa, le clin d'œil est marrant, c'est cool. Et ensuite, on rentre dans le dur avec l'arc Elixir, donc qui est la suite directe du tome 1. Et on apprend, alors moi, c'est vrai que c'est souvent mes histoires préférées dans les super-héros, parce que ça, en fait, ça crée des nouveaux antagonistes, des nouveaux méchants. Et on va partir dans le passé de Harvey Bullock. Lorsqu'il était jeune flic, qui on se rencontre, en fait, il y a une organisation, c'est un bien grand mot, mais une organisation qui est nommée Elixir, qui aspire à la vie éternelle, qui tire les ficelles, notamment dans la police de Gotham depuis des années, depuis au moins une trentaine, quarantaine d'années.
avec quand Harvey Bullock était jeune flic, et peut-être plus, on va l'apprendre au fur et à mesure. On voit une tête bien connue quand on parle d'immortalité, Ra's al Ghul. Et en fait, c'est plutôt cool. Alors, quand j'ai lu ça au départ, je me suis dit, ah, ça risque de faire un peu redite avec la cour des hiboux. Mais c'est beaucoup moins ambitieux que ça. C'est beaucoup moins ambitieux. Le but, c'est pas de créer un méchant qui va rester dans la galerie de Batman très très longtemps. C'est vraiment prétexte pour écrire deux trois arcs d'histoire, mais du coup c'est efficace, c'est cool. On voit que le pingouin du coup est mêlé à cette histoire parce qu'il veut défendre sa ville et que Elixir en fait tire les ficelles et veut contrôler la ville de son côté. Et donc du coup Batman se retrouve encore une fois dans un pays loin du sien pour aller essayer de débusquer cette organisation-là. Et c'est vrai que moi souvent c'est mes histoires préférées, les complots, etc. Parce que du coup ça donne pas la part facile au héros, si vous voulez. Dans le sens où il y a une enquête, des fausses pistes, on essaye de savoir qui tire les ficelles, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, l'histoire de la cour des hiboux a beaucoup fonctionné sur moi. Parce qu'en fait, tout cet aspect mystérieux d'un méchant qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas forcément anticiper les mouvements et les prochains plans. C'est vrai que c'est le genre de choses qui, moi, j'aime beaucoup et a fortiori sur Batman parce que c'est un détective. Et c'est vrai que quand on a un arc sur le Joker pour la quatrième fois en 3 ans, bon, ben, le Joker, c'est un personnage qu'on connaît, c'est un personnage qu'on adore, certes, mais bon, ben, c'est toujours un petit peu la même chose, la folie, etc. Donc c'est vrai que ça change, c'est rafraîchissant. Mais c'est à l'image de tout ce que fait Tom Taylor, c'est rien qui va bousculer la hiérarchie, qui va devenir un classique de Batman ou quoi que ce soit, mais c'est agréable à lire, c'est ce que les fans veulent, ni plus ni moins. Ça révolutionnera pas le personnage. Il n'y aura pas de conséquences énormes à la suite de ça. Mais c'est du détective. C'est quelque chose qui se laisse lire, qui rentre dans la continuité, qui franchement et c'est comme son run sur Nightwing. Il y a même un petit côté fan service qui dans Nightwing est peut-être un petit peu plus prononcé, on verra dans la suite, et qui je sais en a perdu certains sur la série Nightwing. Mais c'est vrai que moi Tom Taylor pour moi, sur moi c'est une écriture efficace parce que certes sur des events, j'en parlais tout à l'heure, je cherche des conséquences sur l'univers, autant sur une série régulière, j'ai pas besoin forcément que chaque scénariste qui va écrire 12 numéros sur le personnage doivent créer un méchant, doivent tuer un personnage, doivent machin. Donc franchement, ouais, Tom Taylor, pour moi, c'est très efficace. Ensuite, on a un épisode sympa qui est en fait un pêle-mêle de plusieurs récits, dont un en fait sans texte, donc sourd-muet avec on voit le langage des signes par moment. Donc c'est plutôt sympa, c'est pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. En termes d'épisodes sourds-muets, j'ai préféré celui de David Fraction sur Hawkeye, qui pour moi reste un de mes préférés, parce que c'est le premier que j'ai lu dans ce type-là. Le dessin de David Aja est autrement plus marquant, je trouve. Et, et cet épisode-là m'a marqué, mais franchement, cet épisode-là est plutôt cool, c'est plutôt sympa. On a un autre épisode sur le questionnement, grosso modo, des gens vis-à-vis de certaines méthodes. Bruce Wayne qui vient à une soirée, qui se retrouve à une table où il n'était pas du tout convié parce qu'il est arrivé en retard. Donc il est dans une table où il n'y a aucun milliardaire, il y a un journaliste qui lui pose des questions, qui lui demande si pour lui tout doit être résolu avec de l'argent. Bruce Wayne qui joue le playboy répond que oui, qu'il va tout résoudre avec un gros chèque. Et que si ça résout pas, ben, il fera un chèque encore plus gros. Pendant qu'on voit en fait en parallèle Batman se battre et on voit pourquoi il arrive en retard à cette réception là. Donc le parallèle est marrant. C'est plutôt cool. Ça va pas pousser le vice très très loin, mais franchement, le clin d'œil est sympa, ça m'a fait sourire. Et ensuite, un épisode, celui-ci que j'aime bien, parce qu'en fait, ça montre et ça, j'aime beaucoup la série Gotham Central pour ça. Ça montre qu'en fait, tout n'est pas blanc ou noir et que Gotham est gris. On a une infirmière qui se pose des questions, qui dit que Batman en fait est mauvais parce il a l'hôpital, il n'amène que des blessures, des os cassés, etc. Et une infirmière plus âgée qui lui dit oui, mais avant Batman, il y avait quand même les super vilains, enfin la pègre, etc.
et ce qui arrivait à l'hôpital, c'était des corps. Donc au final, Batman, avec seulement des coups, eh ben, il a amélioré les choses. Et c'est vrai que cette mise en perspective-là était marrante, était plutôt cool. Et ensuite, on a un autre épisode qui s'appelle The Fall. Donc en fait, on voit Batman qui saute pour attraper le marionnettiste, je crois. Le ventriloque, pardon, marionnettiste. Et en fait, on voit toutes ses pensées lorsqu'il tombe. Où il pense que il l'a sauté pour telle ou telle raison. Est-ce qu'il va s'écraser? Est-ce qu'il a prévu de quoi se sauver, etc. Donc c'est l'épisode des trois que j'ai le moins, des quatre pardon, que j'ai le moins apprécié, mais encore une fois, voilà, ça se laisse lire. Donc moi, ce Ghost of Gotham, la série, ben, je la trouve vraiment cool. Comme je vous disais, moi, Tom Taylor, je suis extrêmement client par rapport à ce qu'il fait. En fait, Tom Taylor, c'est vraiment le contraire. Parce qu'on a eu, en fait, on a eu les deux inverses dans la vidéo. C'est vraiment le contraire d'un Evans. C'est-à-dire que ça promet rien. Et ça le fait très bien, en fait. Ça, Series Nightwing, c'était ça. Injustice, c'était ça aussi. C'est un Elseworld, ça promet rien, ça va pas bouleverser les choses. Et au final, Injustice, c'est une des séries les plus recommandées quand quelqu'un veut lire du DC Comics. Donc, ouais, pareil sur Spider-Man, c'est pas ma série préférée. Tom Taylor, son passage sur Spider-Man, c'est pas ce que je recommande, c'est pas ce qui me vient en premier. Mais par contre, bah, la relire de temps en temps, ça me dérange pas parce qu'elle est cool. Euh, Il n'y a rien de transcendant, mais il n'y a pas de fausse note, il n'y a rien de mauvais. Et c'est vrai que quand je vois Tom Taylor sur un titre, je parlais tout à l'heure de Dennis Camp qui potentiellement pourrait me faire acheter certains titres, ben, quand je vois Tom Taylor, ça me fait acheter. C'est vrai que ça fonctionne bien sur moi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez pensé de ça, si vous voulez lire certaines choses ben, que j'ai présentées. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous lisez. Également, qu'est-ce que vous me conseillez en fonction de vos lectures. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir la suite et mes prochaines lectures, parce qu'il est vrai que là j'ai quand même fait 30 minutes sur 4 lectures, alors que d'habitude j'en présente beaucoup plus. Je suis désolé, j'avais pas mal de choses à dire. N'hésitez pas voilà, ouais, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, le nombre d'abonnés qui grimpe à chaque vidéo, c'est toujours cool, ça me motive à continuer à lire des choses que j'aurais pas forcément lues, à sortir de ma zone de confort, et c'est ça que je voulais en fait, c'est génial. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez ben éventuellement faire votre liste de Noël, alors bon là c'est peut-être un petit peu tard, on est à une semaine de Noël, mais n'hésitez pas ouais, à partager la vidéo si vous avez certains titres qui vous ont donné envie d'acheter. Et puis ben moi je suis j'attends vos retours. Donc ben, je vous souhaite de bonnes lectures, de très très bonnes fêtes, plein de cadeaux de comics et à bientôt dans le Comics Club.